Bon, donc, saison 1, épisode 7 sur 7. Donc ce soir, nous allons parler de Galilée. Oui. Tu cries. Ou je crie plus fort peut-être, mais oui, ça fait du bruit quand même. Alors, Galileo Galilei, de son vrai nom, il est né en 1564 à Pise et mort près de Florence en 1642, donc déjà un âge assez avancé. Il a été professeur de mathématiques, astronome, physicien, il se disait aussi philosophe d'ailleurs, et en tout cas c'est l'un des plus grands savants de l'histoire de l'humanité. Alors je vais vous donner d'abord un aperçu sur sa vie, parce qu'on va voir comment c'est l'abord aussi une pensée. Alors, première remarque, les biographes nous apprennent que le jeune Galilée faisait preuve d'une grande habileté manuelle. C'est un manuel Galilée, aussi curieux que ça puisse paraître. Et on va retrouver ça dans toute sa vie parce que c'est un expérimentateur hors pair. Il fabrique des instruments. Il y a un exemple qui est tout à fait révélateur, c'est ce fameux dispositif qu'il avait inventé pour faire des expériences sur le plan incliné qui lui ont permis de retrouver la fameuse loi de Galilée de la chute des corps, qui nous dit que le temps la distance est proportionnelle au carré du temps. Alors, Coiré, par exemple, qui est pourtant un bon connaisseur, dit ça c'est pas possible. Il dit bon, Galilée a dû faire rentrer les chiffres pour que ça colle, quoi, parce que ça lui semblait trop bien, quoi, trop précis. Et puis il y a un Américain, il y a ça une vingtaine d'années, qui s'est dit tiens, je vais essayer de faire comme lui. Donc qui a reconstitué avec les instruments de l'époque l'appareillage de Galilée, et c'est un appareil superbe de précision. Et il a inventé des tonnes d'autres choses, je vous en parlerai. Donc c'est déjà c'est un manuel, ça mérite d'être souligné. Alors il va d'abord suivre des études religieuses, bon ça c'est la loi de l'époque, des études de médecine, et puis il va abandonner tout ça parce qu'il est happé par les mathématiques en 1583. Et c'est à cette époque-là qu'il va découvrir, encore empiriquement, une loi importante, celle de l'isochronie des petites oscillations. Cette loi qui nous montre que il fait ça en chronométrant avec les pulsations de son pouls et en regardant les lustres de la cathédrale de Pise. En tous les cas, il s'aperçoit, lui, que l'oscillation d'un pendule ne dépend pas de sa masse, mais de la longueur du pendule. Voilà. Donc, il a un goût pour les mathématiques, mais les mathématiques tournées vers l'expérience. Et tout ça va le détourner assez vite de l'aristotélisme, qui est la philosophie dominante à l'époque, et il va bientôt, lui, se réclamer ouvertement de Platon et d'Archimède. Archimède, qui est aussi le bricoleur de génie, mathématicien également. Voilà. Alors, il va très vite être obligé de subvenir aux besoins de sa famille, à la mort de son père. Il est lié d'ailleurs à un jésuite, très grand mathématicien, Clavius, qu'on connaît un petit peu quand on a lu la correspondance de Descartes. Il va obtenir donc assez tôt une chaire de mathématiques à l'université de Pise, mais il est payé une misère, comme quoi le bas salaire des enseignants, c'est pas d'hier. Déjà à l'époque, ils étaient mal payés. Alors, dans l'introduction de son cours à l'université de Pise, il énonce sa méthode. Et la méthode que nous allons suivre est celle qui consiste à faire dépendre ce qui est dit de ce qui est dit, sans jamais supposer vrai ce qui peut être expliqué. Cette méthode m'a été enseignée par les mathématiciens, mais elle n'est pas suffisamment observée par certains philosophes lorsqu'ils enseignent les éléments de physique. Regardez mon regard, c'est encore ce pauvre Aristote qui est visé. Par conséquent, dit-il, ceux qui apprennent ne connaissent jamais les choses à partir de leur cause, mais ne les croient que par la foi, c'est-à-dire parce qu'Aristote leur a dit. Ce qu'Aristote a dit est vrai, il y en a peu qui enquêtent. Il suffit qu'ils soient considérés comme plus savants parce qu'ils ont entre les mains un plus grand nombre de textes aristotéliciens. Qu'une thèse soit contraire à l'opinion de beaucoup ne m'importe pas du tout, pourvu qu'elle corresponde à l'expérience et la raison. Voilà. Ceux qui croient les livres
ceux qui croient les contes, et puis de l'autre côté, ceux qui font confiance qu'à l'expérience et à la raison. Alors, cette prise de position dans son cours introductif quand même, un jeune homme qui commence son cours à l'université de Pise comme ça lui vaut quelques inimitiés. Bon, au bout de 3 ans, il va trouver une chaire un peu mieux payée. Parce que ça aussi, ça court toute la vie de Galilée. C'est comment trouver les 3 livres qui lui manquent pour finir les fins de mois. Donc à l'université de Padoue, il va rester pendant 18 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1610. Alors il y reste parce qu'il est très endetté, et notamment il s'est endetté pour subvenir aux besoins de sa famille, et c'est lui qui a payé la dot de sa sœur. Parce que le père est mort, il n'y a plus d'argent qui rentre, donc il s'est occupé de marier sa sœur. Alors à Padoue, il a trouvé une relative atmosphère de tolérance religieuse qui est garantie par Venise, la République de Venise. On avait déjà parlé de ça à propos de Giordano Bruno, notez que la Sérénissime était généralement plus tolérante finalement que le reste du monde catholique. Alors, à Padoue, il va fréquenter plusieurs cercles de savants, de lettrés, il entretient de bonnes relations, même avec les aristotéliciens stricte obédience. Il y enseigne les mathématiques, la physique, l'astronomie et, retour du bricoleur, l'architecture militaire. Il est lié aux nombreux artisans qui travaillent dans l'arsenal de Venise. Voilà, d'ailleurs, c'est pour eux qui fabriquera des longues vues. Et il est lié aussi aux artisans du verre de Murano. Bon, alors, il arrondit d'ailleurs ses fins de mois en concevant, en fabriquant des appareils scientifiques. On lui doit le perfectionnement du compas de proportion, qui est l'ancêtre de la règle à calcul. On lui doit aussi le fameux thermomètre de Galilée. C'est tout sur le thermomètre de Galilée. C'est une espèce de tube en verre, et dedans il y a eu des boules de couleurs, et chacune d'elles, il y a, ça commence à 18, 20, 22, et en fonction de la température, les boules, je vois, Ouais. c'est des trucs de déco. Voilà, ça fonctionne. Ouais. Bon, en 1593, il a fait breveter pour 20 ans une pompe à eau. Et son cours de mécanique va être imprimé à Paris en 1634. Alors en 1597, il établit un premier contact épistolaire avec Kepler, qui lui a fait parvenir son Mysterium Cosmographicum. Kepler est un défenseur des thèses de Copernic, bon, ce qui ne va pas l'empêcher d'essayer de fabriquer une astrologie scientifique. La séparation n'est pas toujours claire à cette époque. Copernic Alors, aussi, c'était un astrologue. Oui, tout à fait. Et Newton va faire de l'alchimie aussi. Bon. Alors, Galilée accepte cette nouvelle amitié de façon très positive, accepte mes remerciements utiles. En outre, ma gratitude à vouloir saisir cette occasion de m'inviter à devenir ton ami. De ton livre, je n'ai lu jusqu'à présent que la préface, mais grâce à elle, j'ai pu comprendre tes intentions. Assurément, je me félicite beaucoup de trouver un compagnon tel que toi dans la recherche de la vérité elle-même. C'est en effet une chose misérable que ceux qui recherchent la vérité et qui ne poursuivent pas une façon perverse de philosopher soient si peu nombreux. Voilà. La recherche de la vérité. Bon. Alors, on va signaler quelques années importantes au cours de ce séjour padouan. Alors, la première année vraiment importante dans la vie de Galilée, c'est l'année 1604. C'est là qu'il va découvrir la loi du mouvement uniformément accéléré, mais il n'a pas l'outil mathématique pour complètement théoriser ça, puisqu'il faudrait connaître le calcul des dérivés. Or, le calcul des dérivés ne viendra que 70 ans plus tard avec Leibniz et Newton. Alors, il expose ça en bon français, ou en bon italien plutôt. Il dit les espaces passés par les mouvements naturels, c'est-à-dire le mouvement de la chute des corps, sont en double proportion des temps. Et par conséquent, les espaces passés en temps égaux sont comme ab unitate et les autres choses. Et le principe est le suivant, le mobile naturel croît en vitesse dans une proportion qui est différente du principe de son mouvement. Bon, ça c'est ce qu'il a
prouvé avec son fameux plan incliné. Hein. Alors, outre ça, il va découvrir une nova. Alors ça, c'est aussi une nova. Une nova, c'est une étoile qui apparaît, qui va disparaître. Donc en fait, c'est l'explosion d'une étoile qui va d'un seul coup briller de façon très importante, puis qui va disparaître. Alors ça, c'est ennuyeux parce que cet objet astronomique contredit complètement l'enseignement de la cosmologie officielle qui affirmait que le ciel était fait d'êtres immuables. Or, voilà un être immuable qui apparaît d'un coup et qui disparaît. Ça, c'est très ennuyeux. Bon. Donc, à l'époque, en lui-même, il n'est déjà plus aristotélicien, mais il se garde bien de le dire. Hein. En tous les cas, il va prononcer sur cette nova 3 leçons dont nous ne connaissons le contenu qu'indirectement par les critiques qui ont été adressées par ses adversaires aristotéliciens. Alors, signale quand même une anecdote intéressante qui montre que même pour Galilée, la distinction entre science et superstition est encore loin d'être claire. Bon, est-ce qu'elle l'est vraiment pour nous? C'est pas sûr du tout. Par exemple, si on accepte la thèse de Spinoza qui dit que la superstition naît avec la croyance du finalisme dans la nature, c'est-à-dire que tout dans la nature a une fin, eh bien, nous y croyons encore souvent. L'enseignement de la biologie est souvent un enseignement téléologique. On explique un organe par la finalité qu'il va accomplir. Le fonctionnalisme en sociologie, c'est encore de la téléologie. Et l'exemple qu'il prend, oui. Oui. Oui, oui. Est-ce que nous avons des yeux pour voir, ou est-ce que c'est parce que nous avons des yeux que nous voyons? Les témoins de Jéhovah sont très forts pour ça. Qui? Darwin et causaliste. Oui, voilà. Alors. Pourtant, nos collègues de bio, bien souvent, parlent en relativisme. Oui. Tout à fait, oui. Bon, en tous les cas, l'apparition de la supernova a créé une grande confusion dans la société et Galilée n'a pas dédaigné de profiter du moment pour élaborer des horoscopes personnels sur commande pour 60 lyres vénitiennes. Bon, alors, je ne suis pas sûr que lui soit vraiment superstitieux, mais il avait trouvé l'occasion de boucler ses fins de mois. Je dis que c'est toujours son problème. Alors, de plus, au printemps de la même année 1604, Galilée avait été inculpé par l'Inquisition de Padoue suite à une plainte d'un ancien collaborateur qui l'avait accusé de faire des horoscopes et d'avoir prétendu que les étoiles déterminent les choix de l'homme. Alors ça, c'était absolument contraire à l'enseignement de l'Église. Hein. C'est pour ça que les superstitions traditionnelles, comme l'astrologie, etc., sont souvent condamnées par l'Église. C'est parce qu'ils n'aiment pas la concurrence, je ne sais pas. La concurrence déloyale. Ouais. Bon. Alors, en tout cas, la procédure va être bloquée vigoureusement par le Sénat de la République de Venise et le dossier d'enquête est enterré, de sorte qu'aucune nouvelle ne parvint jamais à l'Inquisition romaine. Il ne faut pas que ça arrive à l'Inquisition romaine, on a eu ça avec Bruno il y a 15 jours. Alors, l'affaire a été abandonnée aussi parce que Galilée s'était préoccupé d'astrologie natale et non de prévision. Alors, deuxième année importante dans cette période padoine, 1609. Alors, les craintes que Galilée a concernant l'expression publique de son adhésion aux thèses de Copernic vont disparaître. Et pour la première fois, il va utiliser pour explorer le ciel la canonicale, c'est-à-dire une lunette astronomique, un instrument qu'il a construit lui-même en partant d'une lunette vendue par un opticien allemand naturalisé hollandais. Quand je vous disais que c'était déjà la mondialisation cette époque. Alors, il n'est pas stricto sensu l'inventeur de la lunette, mais c'est lui qui fait de la lunette un instrument de science. Et d'ailleurs, il a modifié à cette fin. Donc cette lunette, qu'on va rebaptiser télescope, permet à Galilée toute une série d'observations qui vont lui permettre de proposer une nouvelle vision du monde céleste. Alors, on peut la résumer en quelques points. Premièrement,
Galilée arrive à la conclusion qu'en plus des étoiles visibles à l'œil nu, il existe un grand nombre d'autres étoiles qui n'ont jamais été observées auparavant. Ça veut dire que d'un seul coup, l'univers devient beaucoup plus grand que ce qu'on imaginait jusque-là. Deuxième conclusion, il n'y a pas de différence de nature entre la Terre et la Lune. Galilée porte un coup sévère donc à la vision aristotélicienne et ptolémaïque qui faisait que, au-delà de la Terre, dans le monde à partir de la Lune, eh bien, il n'y a que des corps célestes parfaits. Galilée va dire pas du tout, la surface de la Lune n'est pas du tout lisse et polie, mais elle est rugueuse, rocheuse, constellée de protubérances. Et donc, parmi les étoiles, la Lune, au moins, ne possède pas ces caractéristiques de perfection absolue qu'on lui attribue jusqu'à présent. De plus, Galilée fait observer que la Lune bouge, et que si la Lune est comme la Terre, il n'y a pas de raison de penser que la Terre ne peut pas bouger non plus. Et donc tout ça va trouver une expression écrite en 1610 où il publiera le Siderus Nuncius, le messager des étoiles, où il expose ses découvertes. Alors, Galilée ne cite pas Giordano Bruno, alors que son ami Kepler lui avait envoyé une lettre auparavant, après l'incroyable découverte qu'a fait Galilée des satellites de Jupiter, qu'on tenait aussi pour une étoile, et Jupiter, il y a aussi des satellites qui, comme la Lune, tournent autour de Jupiter. Ces satellites, d'ailleurs, en l'honneur des Médicis qui gouvernent Florence, sont baptisés planètes médicéennes. Voilà. Et alors, Kepler lui répond, il dit, il ne faut pas oublier que nous devons tout à Bruno, et que si aujourd'hui nous pouvons faire ces recherches, c'est grâce à lui. Alors Galilée dit rien, il l'a peut-être rencontré, Bruno, peut-être. Mais ça, on n'a pas de certitude là-dessus. En tout cas, Kepler connaît bien son travail, il lui dit, voilà, on lui doit tout. Bon, à partir de 1610, Galilée va retourner à Pise comme professeur de mathématiques et de philosophie. Alors, il doit faire face à de nombreuses polémiques qui se sont élevées à la suite de la publication du Messager des étoiles. Par exemple, on mettait en cause l'objectivité du télescope. Voilà, le télescope déformait la vue. Et ça devait être un instrument plus ou moins diabolique, puisqu'il nous permettait de voir des choses qui sont contraires au dogme. C'est quand même... voilà. Bon, il y a ça, c'est les gardiens de la foi qui disent ça, mais les gens pratiques, eux, savent bien que la longue vue ne déforme pas la réalité. Notamment la marine vénitienne avait vu tout le profit qu'elle faisait pour pouvoir observer les Turcs au loin, les pirates, etc. Donc eux, ils savaient que ce n'était pas du tout quelque chose qui déformait la réalité. Bon. Et alors c'est Kepler qui va venir au secours de Galilée en construisant lui-même son propre télescope. Et puis en 1611, donc Galilée va à Rome présenter ses découvertes. Alors, en 1611, c'est le début des ennuis. Il fallait bien que ça arrive. Le 19 avril 1611, le cardinal Roberto Bellarmine, ça, on en a parlé il y a 15 jours de Roberto Bellarmine. Connaissance. Bellarmine est chargé d'examiner la vérité des découvertes de Galilée. Le 17 mai, il demande par précaution à l'Inquisition de Padoue si une procédure avait déjà été ouverte contre Galilée. Bon, de toute évidence, la curie romaine commençait à entrevoir les conséquences de ces développements singuliers de la science sur la conception générale du monde et donc sur les principes sacrés de la théologie. Mais on va voir, Bellarmine est un rusé, c'est un malin, vous allez voir pourquoi. Alors, Galilée va argumenter sur le modèle de Copernic. La découverte de Mercure, qu'on n'a pas encore vu, apporte de l'eau à son moulin. Et pendant le même temps, il développe une série d'arguments de physique qui aboutissent tous à mettre en cause la thèse de base de la physique d'Aristote, la nature horreur du vide. Voilà. En 1614, donc, un dominicain florentin lance une dénonciation contre certains mathématiciens et spécialement contre Galilée, accusés de contredire les Saintes Écritures avec leurs concepts astronomiques inspirés des théories coperniciennes. Jusqu'à présent, je vous rappelle, Copernic n'avait jamais été condamné par l'Église. Jamais.
Et c'est là que les choses vont se gâter pour Copernic. Heureusement pour lui, il est déjà mort. Mais, voilà. Alors la polémique va rebondir à Naples. On se demande si vraiment on ne pourrait pas interpréter les Saintes Écritures afin de les rendre compatibles avec la vision copernicienne. On peut essayer de trouver une relecture de l'Écriture qui ne contredise pas Copernic. Et Bellarmine, lui, propose une astuce intéressante. Il propose de considérer la position copernicienne de Galilée comme une simple hypothèse mathématique. C'est-à-dire, c'est pratique, c'est utile pour faire des calculs, mais ça n'est pas la réalité. Hein, toute la discussion se faisait. C'est d'ailleurs comme ça que Copernic le présentait. Absolument, c'est comme ça que Copernic a échappé aux foudres, il a dit... Ouais. Et voilà. Et Galilée va refuser ça, il va le refuser pratiquement jusqu'au bout, même à son deuxième procès, que va conduire encore Bellarmine. Alors, nous arrivons en 1616, où le 25 février 1616, le pape ordonne à Bellarmine de convoquer Galilée et de l'exhorter à abandonner l'opinion susmentionnée, de lui ordonner d'abandonner complètement la doctrine, de ne pas l'enseigner, la défendre ou la traiter. Voilà, c'est clair. La même année, le De Revolutionibus de Copernic est placé à l'index jusqu'à ce qu'il soit corrigé. Voilà, et c'est en 1616 que Copernic est mis à l'index, pas avant. Le cardinal Bellarmine, cependant, remet à Galilée une déclaration qui n'exige pas l'abjuration. Il ne demande pas à Galilée de se renier, mais réitère l'interdiction de soutenir les thèses coperniciennes. Alors peut-être que les honneurs, les marques de courtoisie qu'il a reçues à cette époque ont malgré tout fait tomber Galilée dans l'illusion que ce qui lui était permis à lui était interdit aux autres, et donc qu'il pourrait continuer. Alors, autre date importante, 1622. On a vu apparaître 3 nouvelles comètes en 1618, et toutes sortes de polémiques reprennent. Les partisans de Tycho Brahe, Tycho Brahe, c'est le dernier astronome aristotélicien, mais en même temps, c'est un astronome hors pair. Il a des observations d'une précision, à l'œil nu, d'une précision incroyable. C'est un Danois? Oui, c'est un Danois. Ouais. Donc les partisans de Brahe trouvent l'occasion de reprendre leur offensive contre les coperniciens. Et en 1622, donc, Galilée réplique par un texte intitulé Il Saggiatore, l'essayeur, qui est approuvé par l'Académie romaine des Lincei, la crème des intellectuels romains de l'époque. Et donc ce texte, l'essayeur, est publié à Rome en 1623. Excusez, pourquoi il a donné ce titre? Ah non? Nous avons toujours posé la question. Oui. Et donc en 1624, Galilée se lance dans l'écriture de ce qui va être son chef-d'œuvre, qui s'appelle Le Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, qui est un livre assez volumineux malgré tout, mais un livre assez extraordinaire à lire, où il expose c'est un dialogue un peu platonicien. Il y a un homme de bonne foi, un obscurantiste arriéré, et puis le savant, et il expose tous ses arguments. Alors d'ailleurs, c'est assez intéressant, il y a un certain nombre d'arguments qu'on a déjà chez Giordano Bruno, presque mot pour mot. Et après toutes sortes de vicissitudes, notamment familiales, qui vont le retirer. En quelle année ça? 1624, il commence de l'écrire. L'ouvrage est imprimé en 1600. Il commence de l'écrire. Ouais. Et l'ouvrage est imprimé en 1632. Ah oui. Voilà. Et alors là, patatras. 5 ans. Ouais, ah bah oui, là, c'est vraiment un grand livre. Alors, le Dialogo, quand il est publié, reçoit de nombreux éloges. Alors, certains ne devaient pas être des éloges des éloges un peu empoisonnés, notamment Tommaso Campanella, qui va féliciter. Voilà. Comment vous êtes approuvé par ce type qu'on garde en tôle depuis des années? Comment vous faites? Bon, enfin bref. Et le 25 juillet de la même année, 1632, sur ordre du pape, l'inquisiteur de Florence exige que le livre ne soit plus diffusé,
Le 7 août, tous les exemplaires existants doivent être retirés de la circulation. Et le 23 septembre, l'Inquisition romaine demande à l'Inquisition florentine de notifier à Galilée qu'il doit comparaître à Rome, devant le commissaire général du Saint-Office, dès le mois d'octobre. Alors, Galilée, en partie parce qu'il est malade, il était là plus tout jeune, en partie parce qu'il espère que l'affaire pourrait être réglée d'une manière ou d'une autre sans un procès, retarde son départ de 3 mois. Bon, mais alors là, face à l'assistance menaçante du Saint-Office, le 20 janvier 1633, il part pour Rome dans une litière. Il a bientôt 70 ans. Oui, aujourd'hui ça paraît presque jeune. J'en connais un qui a bientôt 70 ans. Voilà, donc... il part en litière. Il part en litière vers Rome. Alors, le procès va s'ouvrir le 12 avril, parce que le Saint-Office menace. Et le premier interrogatoire de Galilée est conduit par le commissaire inquisiteur, le dominicien Vincenzo Maculano, qui affirme avoir reçu le 26 février 1616 un précepte par lequel le cardinal Bellarmine lui aurait ordonné d'abandonner la théorie copernicienne, de ne pas la soutenir en aucune façon et de ne pas l'enseigner. Voilà. Donc, comme l'Église a de la mémoire, on lui ressort le truc qui lui a été signifié en 1616. Alors, au cours de l'interrogatoire, Galilée nie avoir toute connaissance du précepte et affirme ne pas se souvenir de la déclaration de Bellarmine contenant les mots quovis modo de quelque manière que ce soit. Nec docere, n'enseignez pas. Voilà. Bellarmine, il est toujours vivant, non? Non, là, il a retransmis ses ordres au suivant. Mais il n'est plus vivant. Non. Bon. Donc, Galilée dit, bon, peut-être que j'ai enseigné, tout ça, mais on ne m'avait pas dit que je ne devais pas enseigner de quelque manière que ce soit. Voilà. C'est pas un jésuite. Il joue avec le feu, là. Ben oui, il essaie de se défendre. Bon. Alors, lorsque l'inquisiteur le presse, Galilée non seulement admet qu'il n'avait rien dit sur le dit précepte, mais il allait même jusqu'à affirmer que dans le dit livre, je montre le contraire de l'opinion de Copernic, et que les raisons de Copernic sont invalides et non concluantes. Voilà. Ben c'est vrai, il montre le contraire de Copernic. Copernic admettait encore la fixité du Soleil et la finitude du monde. Alors lui dit, le Soleil n'est pas plus fixe que le reste, puisqu'il n'y a rien de fixe que relativement à un repère, et le monde est infini. Donc il a bien montré le contraire de Copernic. Voilà une manière de se défendre. Bon. Et après le premier interrogatoire, Galilée est détenu sous une stricte surveillance dans les 3 pièces du bâtiment de l'Inquisition, avec ample et libre faculté de marcher. Le 22 juin, le lendemain du dernier interrogatoire de Galilée, dans la salle capitulaire du couvent dominicain Santa Maria sopra Minerva, Galilée est présent, agenouillé, et la sentence est prononcée par les cardinaux Felice Centini, Guido Bentivoglio, Desiderio Scalia, Antonio Barberini, Berlinguero Gessi, Fabrizio Verospesi et Mario Ginetti, qui sont les inspecteurs généraux contre la gravité hérétique. Et ça résume le long conflit de Galilée avec l'Église, et plus exactement avec la doctrine officielle de l'Église à l'époque. Voilà. Et alors, ils disent quoi? Alors, la sentence ensuite affirmée que le document reçu en février 1616 était une admonestation efficace pour ne pas se défendre et enseigner la théorie copernicienne. Voilà. Donc, il lui rappelle qu'il a désobéi aux ordres. Alors, ils imposent l'abjuration d'un cœur sincère et d'une foi non feinte. Ils interdisent le dialogo, et Galilée est condamné à l'emprisonnement formel à notre discrétion et à la peine salutaire de la récitation hebdomadaire des 7 psaumes pénitentiels pendant 3 ans, réservant à l'Inquisition le droit de modérer, changer ou supprimer tout ou en partie les peines et pénitences. Voilà. 1633, oui. Oui. Voilà.
Donc il est à disposition, ils peuvent l'enfermer s'ils veulent, ce qu'ils vont plus ou moins faire. Et c'est long là, les psaumes pénitentiels. Je suppose, hein, puisque c'est considéré comme une pénitence. Alors, après avoir abjuré, donc Galilée abjure. Voilà, il dit, vous voulez qu'elle tourne pas, elle tourne pas, très bien. Alors on dit que quand il est sorti, il a tapé par terre de son pied, et il a dit, et pour si mauvais, hein, et pourtant elle tourne. Bon, ce qui laisse entendre que sa conviction était intacte, que l'abjuration n'était que de pure forme. En fait, je crois qu'on lui a présenté les instruments de l'interrogatoire strict. Et il n'avait pas du tout envie de subir l'interrogatoire strict. Voilà. Oui, à 70 ans, on ne résiste pas à la torture comme à 20. Ouais. Bon. En tous les cas, la conclusion du procès marque la défaite de son programme de diffusion de la nouvelle méthodologie scientifique, hein, fondée sur l'observation rigoureuse des faits, leur vérification expérimentale, c'est-à-dire contre la vieille science qui produit des expériences comme faites et répondant à ses besoins sans jamais les avoir faites ou observées. Ça, c'est un point que Galilée, pendant le procès, va montrer. Tout le monde lui dit, mais voyons, si la Terre tourne, quand je lâche quelque chose, ça va tomber derrière moi. Alors Galilée leur dit mettez-vous sur un bateau qui avance de manière uniforme. Où est-ce qu'il tombe la bouteille que vous lâchez du haut du mât? Alors les autres disent tous derrière, ils disent vous avez fait l'expérience? Mais pas du tout. Il tombe au pied du mât, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que l'essentiel de l'argumentaire des inspecteurs généraux de la doctrine de la foi repose sur des expériences qu'ils n'ont jamais faites. Mais des expériences qu'on a inventées pour qu'elles collent avec le dogme. Même quand il y a beaucoup de mots. Voilà. Donc, Galilée se trouve un peu freiné dans son élan, notamment dans sa lutte contre les préjugés du sens commun, tous ceux qui incitent à considérer l'apparence comme la réalité. Au fond, il avait un programme de renouveau scientifique qui enseignait à ne plus faire confiance à l'autorité, à la tradition et au bon sens, qui voulait simplement enseigner à penser. Voilà. Alors, après cet épisode du procès de Galilée, qui est un épisode important parce qu'il va être très vite connu. Par exemple, il y a un certain Français nommé René Descartes qui est au courant de ce qui est arrivé à Galilée. Enfin, était au courant des thèses de Galilée. Il avait même écrit un livre tarabiscoté, hein, sous forme d'hypothèse. Après tout, si la Terre tourne, qu'est-ce qui se passerait? Bon, et qu'il appelait du monde, traité du monde. Bon, puis quand il a vu ce qui arrivait à Galilée, le traité du monde, il l'a remis dans un tiroir. Comme il disait Descartes, sur la grande scène du monde, je m'avance masqué. Lui aussi. Voilà. Bon. Alors, les dernières années de sa vie, 1633-1642, Galilée, malgré tout, était protégé par le grand-duc de Toscane, ce qui explique aussi qu'on n'a pas trop poussé, on n'a pas cherché trop loin. Et la prison va se transformer en obligation de résider dans un palais de l'ambassadeur du Grand-Duché de Toscane à Rome. Bon, ça faisait une prison. Il ne pouvait plus enseigner. Non, il ne pouvait plus enseigner. Puis il va être... Ni rien écrire, de fait. Oui, mais il va quand même écrire et puis il va faire des tas de choses. Il va donc être ensuite dans la demeure de l'archevêque de Sienne, où il peut rencontrer des personnalités de Sienne, discuter d'arguments scientifiques. Voilà. Alors, sur une lettre de dénonciation, l'Inquisition le condamne à rester en résidence surveillée dans sa villa d'Archetterie. Il n'a pas droit aux visites, sauf celle de sa famille, sur demande expresse. Mais il écrit, il correspond en fait avec toute l'Europe. En 1638, paraît aux Pays-Bas son discours et démonstration mathématiques au sujet des deux sciences nouvelles concernant la mécanique et les mouvements locaux. Galilée traite de la résistance des matériaux, des diverses résistances doivent être liées à la structure de la matière particulière. Et Galilée, sans prétendre parvenir à une explication du problème, aborde l'interprétation atomistique de Démocrite, qu'il considère comme une hypothèse scientifique sérieuse, si on admet qu'il y a du vide dans la nature. On tourne toujours autour des mêmes problèmes.
Non, la nature a horreur. Oui, c'est ça. Et donc, Galilée affirmait à juste titre que tous les corps descendent à une vitesse égale, en opposition à la science contemporaine, qui pensait que le mouvement dans le vide était impossible. Bon. Et il va mourir donc, Galilée, après avoir fait beaucoup de choses, le 8 janvier 1642, et il est assisté dans ce passage dans l'autre monde par un homme également connu qui est Torricelli. Il a mis la pression. Ouais. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur le procès de Galilée, sur ses suites, sur les palidonies du Vatican, qui a attendu quand même le début du XXIe siècle pour reconnaître que Galilée avait raison. Ouais. Ah oui, ouais. Officiellement, ils ont dit. La condamnation a été levée il n'y a pas longtemps. Oui, Je crois que c'est Jean-Paul II. c'est Jean-Paul II, oui, je crois qu'elle levait la condamnation. Oui. En tous les cas, oui, ils ont reconnu que, bon, il ne l'avait peut-être pas condamné à raison. Bon, mais le pape B16, je ne sais pas si vous vous souvenez, Benoît XVI, avait ajouté quand même que Galilée avait raison, mais il avait eu tort d'avoir voulu avoir raison contre l'Église. Ah oui. C'est bien. Voilà. Métrolaps. Ouais. Alors, sur la véritable raison de l'intransigeance de l'Église, on a beaucoup glosé. Alors, une première raison, c'est que Galilée ne se contentait pas d'écrire en latin pour les clercs, il écrit le Dialogo en italien et peut donc être lu par un plus vaste public. Première. Il a toujours eu d'ailleurs ce souci de faire connaître ses travaux. Hein, c'est bien montré dans la pièce de Brecht. Idem Giordano Bruno. Oui, idem Giordano Bruno. Hein. C'est la clé. Ouais. Lumière. Bon, alors ça, le Saint-Office n'aime pas du tout. Il y a une autre hypothèse qui est soulevée par un spécialiste italien, Pietro Redondi, qui dit en fait que la querelle de l'héliocentrisme, du géocentrisme, était qu'une mise en scène. La raison profonde était que Galilée est un atomiste à peine masqué. Voilà. Et l'idée qu'il puisse y avoir du vide est non seulement anti-aristotélicienne, mais elle rejoint clairement les hypothèses de Démocrite qui dit qu'il n'y a que deux sortes de choses, les atomes et le vide. Ouais, de la matière. Il n'y a que de la matière en plus. C'est très difficile à dire. Où est l'âme? Ouais. Bon. Alors, par exemple, une des dernières interventions de Galilée, dans le livre de 1638, rapporte les observations que les fontainiers de Florence lui avaient soumises sur l'impuissance où se trouvent les pompes aspirantes à soulever l'eau au-dessus de 32 pieds. Bon, ils avaient dressé une pompe pour faire monter l'eau à une très grande hauteur et ils furent fort maris de voir que, à peu près à 10 mètres, c'était fini. Et pourtant, ils ont fait une très belle pompe, il n'y a pas de défaut dans la pompe. Voilà. Alors, Galilée attribue l'élévation de la colonne d'eau à une cause intrinsèque, à la répulsion qu'éprouve la nature pour le vide, fait par appel d'air, que fait l'appel d'air du piston. Bon, mais cette élévation de l'eau est limitée parce que l'horreur qu'éprouve la nature pour le vide est elle-même limitée. Bon, cette explication... Une horreur qui n'est pas invincible. On disait une horreur, oui, mais qui n'est pas invincible. Alors, cette explication avait l'inconvénient de cumuler les reproches qu'on pouvait adresser à l'explication strictement finaliste ou strictement mécaniste. Bon, je crois qu'il cherchait à éviter les trop grands ennuis encore. C'est flou comme explication. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir, parce que aussi ma pompe, elle peine. Peut-être. C'est sûr que ne comprend pas. Avec mon terrain, elle peine à monter l'eau. C'est 7 mètres pour une pompe électrique puissante. En tout cas, les aristotéliciens étaient horrifiés par cette histoire que l'horreur du vide soit limitée. Que l'horreur du vide soit limitée. Bon. Alors, ça aurait plu aux atomistes anciens qui admettaient l'existence du vide,
mais c'était propre à rebuter tout un courant partisan de la cause finale. En fait, ceux qui vont régler le problème, il est posé par Galilée sur, encore une fois, ce rapport avec la pratique, hein, c'est les fontainiers de Florence qui viennent de voir et qui disent, voilà, pourquoi ça marche pas, mon truc et le problème va être réglé par Torricelli et Pascal, dans la fameuse expérience de Pascal et Perrier, qui va permettre d'ailleurs à Pascal d'écrire son traité du vide. Alors, pour terminer, je vais essayer de traiter une petite question, qui n'est pas une petite question. On parle souvent de révolution copernicienne. D'ailleurs, le terme est passé, Kant le reprend. Moi, je pense qu'il vaut mieux parler de révolution galiléenne. Non pour amoindrir les mérites de Copernic, mais parce que le véritable changement le plus radical, c'est Galilée qui le fait. On attribue généralement le passage à la science moderne par le remplacement du système géocentrique par le système héliocentrique de Copernic. Et l'héliocentrisme s'est d'abord imposé comme un moyen de résoudre des difficultés croissantes pour mettre en accord le système de Ptolémée et les observations. Puisqu'en fait, il fallait... La révolution copernicienne, c'est pas parce que on parle de ça parce que c'est lié à un changement de point de référence. C'est ce que Kant fait. Oui, mais du point de vue de l'histoire des sciences, je pense que c'est Galilée. Oui, mais c'est pas la même raison, enfin, c'est pas la même explication. Ouais. Ça a pris un sens plus large. Oui, non, c'est vrai que c'est pas la même. Changement de paradigme. Ouais, mais je pense, moi, par exemple, à la théorie de Kuhn sur la structure des révolutions scientifiques, et je pense qu'il y a une vraie coupure avec Galilée. Voilà. Alors, cette révolution scientifique se heurte non seulement aux enseignements de la foi, mais à ceux de l'expérience immédiate. Comment admettre que la Terre se meut? Si la Terre se meut, comment se fait-il que nous ne ressentions pas un vent terrible? Comment se fait-il qu'une pierre lâchée du sommet d'un poteau ne retombe pas derrière le poteau, relativement au mouvement supposé de la Terre? Alors, Copernic offre une solution aux complications du système de Ptolémée, une solution qui simplifie les calculs, et d'ailleurs, il l'a présentée uniquement comme ça au départ. C'est une idée d'ailleurs qui va être reprise au début du XXe siècle par Pierre Duhem dans la structure des j'ai oublié le titre. Bon, dans son livre sur la physique, dont le titre m'échappe, Pierre Duhem dit en gros, la science ne peut faire qu'une chose, c'est donner des équations qui rendent compte du réel. Elle ne peut faire que ça, elle ne peut pas dire la réalité. Et au fond, Duhem, il dit, c'est Bellarmine qui avait raison. Il écrit ça en 1904-1905, le livre de Duhem. Bon. Alors, évidemment, que Copernic ait présenté les choses de cette manière pour obtenir l'acquiescement des autorités religieuses, ça va de soi. Mais évidemment, la portée de ces découvertes dépasse de loin ce point de vue strictement pragmatique. Tout simplement parce que la grande œuvre de Ptolémée, l'Almageste, n'était pas simplement un traité d'astronomie, mais plus généralement une cosmologie qui dépend de la physique d'Aristote. Et donc, Copernic a ébranlé l'édifice. Voilà. Après lui, plus rien ne sera comme avant, ça c'est vrai. Mais je crois qu'on ne doit pas surestimer cette rupture. D'une part, l'héliocentrisme a été défendu dans l'Antiquité. Il y avait Aristote d'à côté, certes, mais Aristarque de Samos, lui, défendait une hypothèse héliocentrique. D'autre part, c'est seulement avec Galilée et Kepler que l'astronomie nouvelle sera fermement établie. Et c'est surtout en reliant l'astronomie à la physique, en défendant une conception nouvelle de la science, que Galilée marque le véritable acte de naissance de la science moderne. C'est-à-dire que Copernic, il fait que de l'astronomie. Galilée n'est pas spécialement un astronome génial. Tycho Brahe voit mieux que lui souvent. Mais Galilée essaie de montrer le lien qu'il y a entre ce qui se passe sur la Terre et ce qui se passe dans le ciel. Donc il réunifie le monde.
Alors, il les réunifie comment? Eh bien, en reliant les mathématiques au monde sensible immédiat. Les mathématiques, c'était bien pour le mouvement des astres. Mais Galilée va appliquer les mathématiques au mouvement d'une bille qui descend le long d'un plan incliné. Et donc ça, c'est quelque chose de radicalement nouveau. Sa fameuse expérience là, de la tour de Pise, il l'a fait comment? Ah ben, ça marchait pas bien, donc il l'a refait chez lui autrement. C'est pour ça qu'il a inventé cette histoire de plan incliné. Il a fabriqué un appareil avec une petite goulotte, avec un bec en bas. Il lâchait une bille de diverses hauteurs, puis mesurait à combien la bille était tombée. Il y avait des repères sur le Oui. plan, des repères fixes et une petite sonnette à chaque fois que la bille frappait la sonnette. Le plan d'ailleurs a été refait au musée de Pise, je crois. Et il pouvait alors non seulement mesurer les distances, mais calculer les temps. Moins le plan est incliné, plus on a de temps. Évidemment, pour calculer les temps, et à partir de là, on compare les deux mesures. Oui, tout à fait. Et on a encore les cahiers sur lesquels il a noté ces mesures. Il y a des schémas, puis il y a les résultats de cette observation. Et puis s'est intéressé, comme je vous le dis, à un tas d'autres choses, techniques, etc., qu'ils font déjà rentrer dans un autre monde. Alors, la physique d'Aristote, elle fait penser à Léonard de Vinci un peu. Ah oui, oui, sans doute. Léonard de Vinci n'était pas à proprement parler un savant. Non, mais la recherche de machines. Expérimentateur. Ouais. Côté manuel. Alors, pour bien comprendre ce changement de manière de faire de la science, la physique d'Aristote part de ce qui est l'apparence sensible. C'est ce qui est le plus connaissable d'abord. On part du sensible. Et puis on remonte ainsi aux qualités des corps qui en rendent compte. Et c'est ainsi qu'on va sauver les apparences, en quelque sorte. Et la représentation scientifique du monde est inséparable de nos certitudes immédiates. Et c'est pourquoi Aristote et les aristotéliciens usent tant des analogies, des métaphores. Alors, par exemple, quand on oppose le mouvement violent et le mouvement naturel, et ça renvoie directement à l'impression sensible. Quand je lance, ou je soulève quelque chose, je fais un mouvement violent parce que moi j'ai besoin de force. Par contre, les choses retombent d'elles-mêmes. Voilà, c'est le mouvement naturel. Hein, on est complètement dans l'analogie et la métaphore. Voilà. Que la nature est hors du vide, c'est évident. Il suffit de voir l'eau se précipiter dans le siphon. Voilà. L'eau se précipite pour combler le vide. Ouais. Dès qu'on s'en tient simplement à l'apparence immédiate, au fond, la physique ancienne décrivait ça très bien. La Terre est immobile, ça va de soi. Hein. Après tout, quand vous êtes dans une voiture, si vous mettez la tête à la fenêtre, vous ressentez un vent violent. Hein. Donc sur la Terre, on ne ressent rien. Etc., etc. Autrement dit, la représentation du monde physique, elle est en quelque sorte inscrite dans notre corps, dans cette physique ancienne. Ce que nous sentons, le chaud, le froid, l'humide, le sec, renvoie directement à des qualités fondamentales des objets, simples et premiers de la connaissance. Voilà. Et c'est avec cette conception qu'on va rompre progressivement. D'abord Copernic, en plaçant le Soleil au centre, en affirmant le mouvement de la Terre, rompt le lien entre la sensibilité immédiate et la connaissance scientifique, mais il s'arrête là. En liant les durées des révolutions des planètes à la distance qui les sépare du Soleil, il fait de la relation mathématique non plus quelque chose d'extérieur à la science, mais la condition nécessaire de la compréhension des lois de la nature. Et ça, c'est... Bon, ensuite, Kepler va perfectionner la chose, puisqu'il va montrer que les orbites ne sont pas circulaires, mais que c'est des ellipses, dont le Soleil, pour nos planètes, occupe l'un des foyers de l'ellipse. Alors,
cette introduction des mathématiques et des relations mathématiques dans la compréhension scientifique, elle est très ancienne d'un certain point de vue. Les pythagoriciens et les platoniciens affirmaient que le nombre permet de comprendre le monde. Mais ça restait une affirmation purement métaphysique à laquelle seuls quelques astronomes et quelques ingénieurs comme Archimède ont donné corps. Avec Galilée, il ne s'agit plus du tout d'imaginer des causes invisibles des phénomènes visibles, mais de décrire mathématiquement ces mêmes phénomènes. La physique ancienne cherchait à expliquer l'expérience ordinaire, pour ensuite expliquer comment ça s'est passé, sauver les apparences. Galilée procède à l'inverse, il construit ses propres expériences. Il construit des appareils, auxquels on n'avait pas pensé jusque-là, qui vont lui permettre de vérifier des hypothèses. C'est une démarche qui est complètement différente. Ce ne sont donc plus les sens qui sont premiers, mais l'artefact construit par l'expérimentateur. L'outil conçu par l'ingénieur qui permet l'expérience. La lunette, le plan incliné. Et Galilée veut prouver en faisant voir ce qu'on ne peut pas voir sans instrument. Et donc de ce point de vue, l'instrument va devenir, comment il dit Bachelard, la matérialisation d'une théorie. L'instrument est la matérialisation de la théorie. Et juste après, il y a le microscope. Oui, le microscope va arriver, et puis après on est lancé dans quelque chose de nouveau, c'est-à-dire cette interaction continuelle entre science technique. La technique utilise la science utilise la technique. Par exemple, l'isochronie des petites oscillations, Galilée la voit. Huygens en fait la théorie, puis Huygens il va s'en servir pour améliorer les pendules, puis il va faire des horloges marines qu'on peut mettre sur des bateaux. Puis avec les bateaux et les horloges marines, on peut mesurer la longitude. Pour la longitude. Donc on peut ensuite faire des cartes sérieuses, quoi. Voilà. Alors, on présente souvent la science moderne comme le triomphe de la science expérimentale sur les préjugés métaphysiques ou religieux, le triomphe des faits sur les idées a priori. C'est à la fois vrai et faux. Vrai en ce sens que l'expérimentation va prendre la place centrale dans la recherche scientifique, mais faux parce que la physique aristotélicienne était elle aussi empirique. Il n'y a pas plus empirique que la physique aristotélicienne. Elle s'appuie sur l'expérience commune. Et deuxièmement, parce que l'expérimentation elle-même ne peut prendre sa valeur que si elle est insérée dans un raisonnement scientifique. L'expérience, c'est le point qui découle d'une théorie. J'émets telle hypothèse, si elle est vraie, je construis telle expérience. Si l'expérience réussit, c'est que mes hypothèses étaient faciles. Enfin, elles sont probables en tout cas. Il n'a jamais été rétorqué que l'expérience n'éliminait pas le sensible. Ben si, on sait bien, mais c'est un sensible qu'on a construit. On ne se laisse pas guider par la nature comme un... C'est la grosse différence de partir de l'observation. Oui, c'est ce que dit Kant dans la préface critique de la raison pure. La différence, c'est que Galilée a construit quelque chose où il est parti de sa raison pour aboutir à ce résultat. Alors qu'autrement, on se laisse guider par la nature qui fait bien ce qu'elle veut, si elle a une volonté quelconque. Bon. Ce qui est décisif, donc, c'est le sens nouveau du terme expérience, qui sépare radicalement la connaissance commune et la connaissance scientifique. Et Galilée a ainsi jeté les fondations d'un édifice qui trouvera son couronnement un siècle plus tard avec la physique de Newton. Et au fond, toute la physique moderne, elle découle de cette constatation qu'énonce Galilée quand il dit « Le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique ». Voilà. Les mathématiques permettent de comprendre. Et c'est pour ça que Kant dira aussi « Il n'y a que de la science que pour autant qu'il y a des mathématiques ». Voilà. Bon, ça on peut en discuter après, mais en tous les cas, c'est ça à quoi ils arrivent, et toute la physique moderne se fait là-dessus. Par exemple, quand on découvre la planète Neptune, on la découvre comment ? Tout simplement parce que ce qu'on observe ne colle pas avec la théorie. Voilà. Plutôt de la théorie est fausse. Ouais. On trouve l'emplacement de la planète. Ouais.
Et donc on invente Neptune pour que ça colle. Après, il faut regarder. Et bingo, Neptune était là. Ça a mis même pas 3 mois hein, entre le Verrier et Gall. Voilà. Et au fond, toute la physique fonctionne comme ça. La théorie toujours pour rien. Ouais. Ouais. On ne peut pas penser sans un contexte théorique préalable. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'expérience pour voir. Ouais. Bon. Autre point important dans l'apport de Galilée, c'est que la question de l'infini. Hein, le monde de la physique d'Aristote est un monde clos. Hein, c'est un emboîtement de sphères, et donc c'est nécessairement fini. Avec cet argument classique qu'opposaient les atomistes. Quand vous êtes sur la dernière sphère, vous passez le bras à travers, vous passez votre bras. Bon. Et inversement, si l'univers est infini, il ne pourra plus être ordonné. Et en particulier, la hiérarchie qui met l'homme au centre est balayée d'un seul coup. Déjà, on n'est plus au centre. La Terre n'est plus au centre. Ben oui, déjà, oui. On est sur une vague banlieue d'une lointaine étoile, perdue dans la galaxie, elle-même parmi les milliards de galaxies. Voilà. Alors, c'était ni une droite, ni une gauche, ni pas de centre. Ouais. Donc, Aristote admettait l'infini, mais en mathématiques. Il pensait que c'est une nécessité mathématique, parce qu'on peut toujours faire plus 1. Donc l'infini n'existe jamais actuellement, il est toujours potentiellement là, puisqu'on pourra toujours faire plus 1. Voilà. La science moderne, au contraire, parle de l'idée d'un univers infini. Hein. Alors, pas sans difficulté, parce que, par exemple, Copernic se tient encore à l'idée d'un monde clos. Hein. Alors, Nicolas de Cus soulignait, lui, l'impossibilité d'assigner des limites au monde. Hein. L'idée de l'infinité des mondes est affirmée par Bruno, voire il y a 15 jours, et dans le dialogue de 10 décembre, Bruno avait affirmé « Le monde est infini et par conséquent, il n'y a pas en lui de corps auquel il appartiendrait simplement d'en être le centre ou la périphérie. Il n'y a ni centre ni périphérie. » Alors, pour diverses raisons, par contre, Kepler va rester en gros partisan de la finitude du monde. Il semble que ce sont les raisons religieuses qui aient empêché Kepler d'aller jusqu'au bout avec Galilée. Alors, Galilée, quand il s'en tient à la discussion théorique sur l'infini, semble rester assez longtemps prisonnier de la conception aristotélicienne qui veut que l'infini ne soit qu'en puissance et jamais en acte. Il reprend un des paradoxes classiques qui montre qu'il y a autant de nombres pairs que de nombres entiers. À chaque nombre entier, vous faites correspondre le double qui sera un nombre pair, et à chaque nombre pair, vous faites correspondre la moitié qui est un nombre entier. Que, comme vous les mettez 2 à 2, aussi longtemps que vous voulez, vous en déduisez qu'il y a autant de nombres pairs que de nombres entiers. Or, intuitivement, il nous semble qu'il y a quand même moitié moins de nombres pairs que de nombres entiers. Alors, voilà. Donc, l'ensemble des nombres pairs est inclus dans l'ensemble des nombres entiers, tout en ayant la même cardinalité que lui. Bon, c'est difficile, donc Galilée se heurte à ce problème, hein, lui aussi. Et Galilée semble penser que la question de la finitude, de l'infinitude est insoluble. Pendant que son astronomie et sa physique, notamment sa conception du mouvement, rejoint les idées de Bruno, Galilée maintiendra à ce sujet des affirmations assez contradictoires. Par exemple, il va aussi considérer que le mouvement naturel, c'est le mouvement circulaire. Ce qui était une vieille idée grecque. Hein. Le cercle, c'est la forme parfaite. Donc le mouvement naturel était le mouvement circulaire. Bon, là-dessus, Descartes va le corriger. Il va dire, non, c'est le mouvement linéaire qui est le mouvement naturel. Principe d'inertie. Ben oui. Et Descartes va combler les trous qu'on a chez Galilée. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir comment. Et ça se fait en peu de temps tout ça. Galilée est mort en 1642 et Descartes en 1651. Parce qu'il dit.
parce qu'il avait attrapé un mauvais rhume en Suède. Ouais. Bon. Voilà. Bon, donc chez Galilée, vous trouvez encore des restes, hein, des témoins du passé qui survivent, mais comme chez tous, hein, si on lit Descartes, il commence par dire « je balaye tout ce que j'ai appris à l'école », et puis on retrouve de la scolastique tout le long. Parce que ça reste cette idée d'inertie circulaire qu'on trouve chez Galilée, qui est un reliquat de l'aristotélisme. C'est pour expliquer notamment le mouvement de la Lune autour de la Terre. Elle tournerait par inertie, mais circulaire. C'est faux parce qu'il ne tient pas compte de la gravitation. Mais c'est très aristotélicien cette façon de penser, parce que ça suppose deux mondes et deux règles différentes. Il y a ce qui est, comme disait Aristote, sublunaire, hein, notre Terre, et puis ça répond à un certain ordre, mais ce qui est dans le ciel, c'est autre chose, ça répond à d'autres lois, à un autre ordre. Voilà. Chacun en fonction de la différence de nature de ces lieux. C'est justement très important chez Aristote, les lieux et les natures différentes, pour que certains corps soient attirés par certains lieux et pas d'autres. Oui, tout à fait. Donc l'histoire de la pensée, ça marche toujours de façon un peu boiteuse. Hein. Il y a toujours des tas de choses qui restent, mais c'est difficile de se sortir complètement d'un système. Surtout quand il est totalement verrouillé, comme c'était le cas chez Aristote, qui avait répondu à toutes les objections possibles, y compris comment se fait-il quand je lance un mouvement violent. Bon, alors tant que le stylo est dans ma main, t'inquiète pas. Tout va bien, mais si je le lâche, pourquoi est-ce qu'il continue alors qu'il n'a qu'une idée, c'est de tomber? Pourquoi il continue? Et Aristote avait répondu à tout ça. Donc il aurait fallu s'attaquer à une montagne pour à cette construction. Mais on s'était déjà attaqué à cette question à l'Université de Paris dès le XVe siècle, avec la notion d'impetus, hein, où on commence à imaginer cette notion de quantité de mouvement. Il y a quelque chose qui a été donné au corps dans son mouvement qui va le garder. Sur laquelle aussi Descartes va réfléchir pas mal. Alors les conséquences, les conséquences métaphysiques de ces questions sont multiples. Hein, ils vont fournir la matière des réflexions à Descartes, Spinoza, Leibniz. J'en prends simplement une. Si le monde physique, c'est-à-dire la nature, est infini, comme il semble qu'il ne peut pas y avoir deux êtres infinis en même temps, hein, ben il faudrait admettre que Dieu et la nature sont une seule et même chose. Ben, ah oui, j'avais déjà dit la dernière fois à propos de Bruno. Ah oui, mais je trouve que c'est un... Et on ajoute ceux qui ont du mal à penser, ont toutes les prédispositions pour croire. Voilà. Alors si on admet que Dieu et la nature sont la même chose, le Créateur n'est pas transcendant à sa création, et alors là, vous avez déjà pris un billet pour l'enfer. En tout cas, c'est l'axe des démonstrations de Spinoza dans la première partie de l'éthique. Hein. Et puis, ça change aussi la conception de l'infini. Pour les Grecs détestaient l'infini. Hein. Hegel dit qu'ils ont voué un culte au fini. Pourquoi? Parce que l'infini, c'est ce qui n'a pas de limite. Ce qui n'a pas de limite. Ce qui n'est pas fini, donc qui n'est pas achevé. Donc c'est le chaos, c'est de l'indétermination. Le chaos, c'est ce dont vient le monde dans la théogonie d'Hésiode, l'apeiron, disent les Grecs. Et donc, il faut se débarrasser de l'infini. L'entropie, déjà. Oui. Voilà. Et puisque la détermination, elle suppose la capacité de nier, hein, la négation. Alors,
De son côté, Leibniz va aller jusqu'au bout. Il dit « Je suis tellement pour l'infini actuel qu'au lieu d'admettre que la nature l'aborde, comme l'on dit vulgairement, je tiens qu'elle l'affecte partout pour mieux marquer la perfection de son auteur. » Alors lui aussi, par moments, il dit des choses étonnantes, ce Leibniz, qui est un bon chrétien qui a passé une bonne partie de sa vie à essayer de réconcilier les protestants et les catholiques pour qu'ils cessent de se battre en Europe, etc. Mais il dit des choses qu'il a pris chez Spinoza, qu'il feint de ne pas connaître, ou d'en avoir entendu parler, comme ça, alors qu'il allait loin. Mais il dit la même chose. Il dit l'infinité, la nature est nécessairement infinie parce que c'est la marque de la puissance de Dieu. Et si la nature n'était pas infinie, c'est que Dieu l'a joué petit bras. Il n'a pas été capable de faire un monde infini, quand même, c'est pas fort de sa part. Voilà. Donc, la perfection de l'auteur se trouve dans l'infinité de la nature. Voilà. Et donc, on voit bien qu'on a une nouvelle représentation du monde physique et une révolution du même coup des rapports entre les hommes et Dieu. Si le monde clos laisse la place à l'univers infini, pour reprendre le titre du livre de Coiré, il n'y a pas de sens à parler de centre du monde. Ni la Terre ni le Soleil ne sont des centres. Le Soleil est peut-être le centre de notre monde dans un sens métaphorique, mais il n'est qu'un repère parmi l'infinité des repères possibles. Et la physique de Galilée repose sur cette idée de repère et de relativité, et notamment l'idée qu'un système est toujours... Tout mouvement n'est toujours que relatif à un repère, et qu'entre des repères qui se meuvent les uns par rapport aux autres dans un mouvement uniforme, eh bien les lois de la physique sont conservées. C'est le principe de relativité de Galilée. Celui qui paradoxalement va mettre fin à la relativité, c'est l'auteur de la théorie de la relativité, Einstein, parce qu'il va dire, lui, il y a une chose de fixe, c'est la vitesse de la lumière, qui est une constante universelle. Dans n'importe quel repère, la vitesse de la lumière est égale à quelque chose d'à près à 300 000 km par seconde. Alors, si aucun repère n'est privilégié, s'il n'y a plus de repère absolu, on a une sorte de principe d'égalité démocratique des repères. L'univers est décentré et sans hiérarchie. Et du même coup, on voit que notre repère qui est aux cieux, ça ne marche plus tellement, ça. Il est là-haut, mais il est en haut par rapport à quoi? S'il est là-haut, mais alors celui qui est à l'autre côté de notre Père qui est en bas, dans les cieux plus bas que nous. Enfin. Et ce décentrement, c'est pas simplement un renversement de la description, mais un renversement concernant l'être lui-même. C'est une énorme portée philosophique. Concernant la nature des choses aussi. Le cosmos ancien était divisé clairement en deux parties, on l'a évoqué tout à l'heure, le monde sublunaire, la Terre, qui est le monde de la génération et de la corruption, et le monde des sphères célestes, qui est le monde des astres parfaits et incorruptibles. L'univers galiléen est au contraire un univers isotrope. Les astres sont faits de la même manière que notre Terre. Il le montre avec la Lune, puisqu'il dit, regardez, vous voyez bien qu'il y a des bosses, des trous. Puis après, on va le voir avec tous les autres. Tout se passe ailleurs comme sur Terre. Et même Jupiter a des satellites comme nous on a la Lune. Et le mouvement des corps est le même sur n'importe quel corps planétaire, quel qu'il soit. La nature pour la physique ancienne était un ordre finalisé. Il y a une fin. C'est Aristote qui dit ça. La fin est raison. Et tout dans la nature se dirige vers une fin. C'est pour ça que la nature est belle, parce qu'elle est dirigée vers une fin. Et le seul but de la science, c'est de comprendre où est cette fin et d'admirer la nature. Le cosmos, c'est le bon ordre, c'est la bonne construction. Et l'harmonie du cosmos, c'est sa beauté. Avec la physique nouvelle, on abandonne cette idée d'une finalité des phénomènes naturels. Alors même si on est prêt à admettre par ailleurs que Dieu n'a pas créé l'univers par hasard ou au hasard, bon, c'est vrai que un mec qui l'a créé. Ben, si on a envie de rester en vie, il vaut mieux. Bon, très vite d'ailleurs on va oublier ça, mais après on va se poser une seule question, c'est pourquoi il y a de l'univers et pas plutôt que rien. Bon. En tout cas, l'ordre final de la nature,
est abandonnée, l'explication scientifique met fin aux causes finales. Pourquoi il y a de la pesanteur? Newton va se débarrasser de la question en disant « moi je ne fais pas d'hypothèse ». Ma question, je ne vais pas répondre à cette question, je vais répondre à une autre, je vais vous montrer comment la Lune tourne autour de la Terre pour les mêmes raisons qui font que si je lâche une pierre du haut d'un mât, elle va tourner au pied du mât. La force, la pesanteur comme force d'interaction, elle va servir à expliquer aussi bien l'orbite des planètes, puisque ça va être une force qu'on appelle centripète en physique, que la chute des corps sur Terre ou sur la Lune, etc. Sûr? Que les marées, ça va expliquer aussi que les marées. Oui, les marées, oui, c'est Newton qui va donner. Voilà. Alors ça, il n'est pas allé jusque-là, Galilée. Même ces lois du mouvement sont approximatives. Hein. Quand on dit la distance parcourue par un corps en chute libre est égale à 1 demi-fois l'accélération de la pesanteur multipliée par le carré du temps, c'est pas tout à fait vrai. Parce que ça dépend d'abord l'accélération de la pesanteur elle-même n'est pas constante, puisqu'elle va dépendre de quel endroit on est sur Terre, si on est en altitude ou sur le ras du sol, etc. Et puis ensuite, il y a d'autres... Surtout, il faut être dans les conditions idéales. Voilà, il faut aussi... Oui, il faut être dans le vide. Alors on faisait des expériences comme ça au lycée, je me souviens. On faisait le vide dans un tube, et là on montrait que dans le vide, une plume tombe aussi vite qu'une bille de plomb. Parce qu'il n'y a plus de résistance de l'air. Bon. Alors, si on abandonne cette idée de conception finaliste, dont Spinoza dit qu'elle est le refuge de la superstition, on n'a plus à chercher ce que la nature doit nous annoncer. Les cataclysmes, les comètes, ce ne sont plus des signes annonciateurs de notre destin. Il y a un bon livre sur ce sujet qui a été écrit par Pierre Bell en 1682 qui s'appelle « Les pensées diverses sur la comète », qui est une sorte de recueil des bêtises qu'on racontait à son époque, et puis lui, il passe son temps à essayer de montrer que c'est que des bêtises. Hein. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il dit « Je préfère un athée vertueux à un croyant superstitieux ». Pierre Bell. Voilà. Dans la seconde préface à la critique de la raison pure, Kant voit dans cette révolution scientifique le modèle de toutes les révolutions scientifiques à venir. Et c'est bien d'autre chose qu'une révolution scientifique, ça ne concerne pas que les scientifiques, ce décentrement du monde est une transformation de la situation métaphysique de l'être humain. Au fond, pour la première fois, on regarde l'homme d'en haut. On peut se mettre dans l'imagination pour voir la Terre tourner. Et au fond, on est déjà en train de quitter le sol de cette Terre à laquelle nous sommes amarrés. Bon, en Freud, il verra la première grande blessure narcissique, la vexation cosmologique, qui atteint l'homme qui croyait habiter le centre de l'univers. Bon. Mais on peut tout aussi bien rétorquer que cette nouvelle conception permet à l'homme de contempler l'univers d'un point de vue extérieur, et qu'il peut donc se sentir comme seigneur et maître de la nature. Voilà. Bon, j'ai terminé.